Sénateur Oussakos. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour reconnaître le fait qu'on a un examen profond de ce projet de loi plutôt que de le faire rapidement comme le gouvernement nous l'a demandé. Oui, c'était le désir du gouvernement, pas seulement du Bloc ou du NPD. C'est ce qui ressort clairement d'un commentaire fait par le chef de cabinet du ministre Guilbeault il y a quelques semaines, avant même que nous ayons reçu ce projet de loi. Elle a déclaré au National Post que le gouvernement s'attendait à ce que le projet de loi soit adopté par le Sénat avant l'ajournement pour l'été. Il faut un certain niveau d'arrogance pour faire une telle déclaration. Avec autant d'assurance, ce n'est pas venu du Bloc ou du NPD, ça venait du gouvernement. Et ce désir de voir à tout prix ce projet de loi adopté était certainement évident dans le cheminement procédural suivi à la Chambre des communes, en particulier en comité. C'était du moins mon avis et celui de nombreux observateurs qui connaissent bien le Parlement de Westminster et la démocratie parlementaire, un affront à la pratique et à la procédure parlementaire. Elle n'a pas bien servi l'institution ni ce projet de loi. Ce n'est pas une voie que nous, en tant que parlementaires, devrions aspirer à suivre en cette Chambre ou dans l'autre endroit. Nous ne pouvons pas contrôler, ni même tenter de contrôler ce qui se passe à la Chambre des communes, pas plus qu'ils ne peuvent ou devaient tenter de contrôler ce qui se passe ici. Nous pouvons seulement contrôler la façon dont nous menons les choses. En ce qui concerne le projet de loi, nous devrions le faire sans tenir compte des considérations politiques et électorales auxquelles il a été soumis à la Chambre des communes. Nous devons mener notre examen de manière robuste en nous concentrant sur la bonne politique et la gouvernance plutôt que sur des politiques. Et c'est ce qui semble se produire après le débat qui a lieu jusqu'à présent. Je tiens donc à remercier tous mes collègues pour cela. Je vous dirai que mes préoccupations concernant ce projet de loi concernent à la fois le processus et le contenu. Préoccupations quant au processus ont été abordées par le président de la Chambre lorsqu'il a choisi, à juste titre, d'annuler les amendements qui avaient été apportés à ce projet de loi en secret par le comité. Et soyons clairs, c'était à cause d'un point d'ordre qui a été soulevé par l'opposition officielle et non à cause d'un certain sentiment de devoir de la part du gouvernement d'adopter ces amendements en Chambre et en vue des Canadiens. Je ne dis pas cela que pour tenter de gagner des points partisans pour le Parti conservateur, mais plutôt pour corriger la version de fait après qu'il a été suggéré que le gouvernement n'avait pas le choix que d'adopter ces amendements en secret, mais qu'ils ont choisi. Dès qu'ils ont eu l'opportunité de corriger le tir en proposant ces amendements en Chambre, c'est une présentation très libérale de faits qu'ils se sont produits. But I do digress, colleagues. Mais j'ai tendance à digresser, chers collègues. Ce projet de loi a suivi un processus en Chambre et c'est le problème que j'ai avec le projet de loi C-10 parce que les conséquences découlent de ce processus. Avec beaucoup de respect pour mon collègue le sénateur Dawson, le parrain de ce projet de loi, le projet de loi ne fait pas ce qu'il prétend faire. Le discours du sénateur Dawson était une sursimplification du projet de loi et de son contenu. Je voudrais remercier mes collègues qui ont participé au débat la semaine dernière, y compris la sénatrice Simons. Je pense qu'elle a fait un travail remarquable d'expliquer ce que le projet de loi va faire comparativement à ce qu'on prétend qu'il fera. Je vais commencer par l'objectif général du projet de loi, la modernisation de la loi sur la radiodiffusion. Je pense que tout le monde pense que le moment est venu de moderniser la loi. La loi n'a pas été modernisée depuis 1991. Malheureusement, je pense que ce projet de loi est à côté de la plaque. Pour résumer, le sénateur Dawson et le gouvernement Trudeau décrivent ce projet de loi comme une façon d'établir un pied d'égalité entre la technologie et les plateformes de streaming en direct. On met en valeur les voix LGBTQ et les minorités et, pour le cas du Québec, la promotion de la langue et de la culture française. On a l'impression que c'est une idée formidable, mais, comme je l'ai dit, c'est une sursimplification du projet de loi et du problème qu'il cherche à résoudre.
Le principal problème de ce projet de loi, c'est que les outils réglementaires qui sont adaptés pour les années 90 et essaient de les appliquer à l'univers d'Internet du 21e siècle. Le CRTC disposera de beaucoup de pouvoirs sans savoir comment le CRTC va pouvoir utiliser ces pouvoirs. Par exemple, il y a une nouvelle catégorie d'entreprises en ligne qui vont devoir être enregistrées et réglementées comme des radiodiffuseurs. Le projet de loi C10 les décrit comme des entreprises pour la diffusion ou la rediffusion d'émissions sur Internet. Cette définition est à ce point vague que ça pourrait inclure tout ce qu'il y a entre Amazon Prime et des podcasts, par exemple. On est censé inclure des images, y compris des vidéos, des podcasts, des photos, ainsi que des films de 100 millions de dollars produits par Netflix, jusqu'à une vidéo de 50 secondes sur TikTok. Alors, le problème que le projet de loi cherche à résoudre, eh bien, le gouvernement continue à dire que c'est là où les grandes entreprises américaines nuisent aux petits entrepreneurs et aux petites entreprises canadiennes. Le gouvernement prétend qu'il est là pour nous sauver en obligeant les géants du Web à payer leur juste part. Même avec le briefing technique d'aujourd'hui, le gouvernement établit un parallèle entre les revenus à la baisse des médias traditionnels et l'augmentation des revenus pour les géants du Web. Et il déclare que le niveau de soutien pour le contenu canadien et les artistes canadiens est touché négativement. Ils prétendent que le projet de loi C10 va corriger ce déséquilibre et répartir la richesse. Mais je suis désolé, chers collègues, ce n'est pas juste et ce n'est pas exact. Oui, les diffuseurs canadiens connaissent une baisse de leurs revenus alors que les géants du Web semblent augmenter en taille. Mais le problème, c'est le modèle économique des radiodiffuseurs traditionnels. La réponse, ce n'est pas d'imposer les fardeaux réglementaires à ceux qui font du streaming en direct. La solution, c'est de libérer les radiodiffuseurs traditionnels de la réglementation. C'est un cadre caduc qui doit être éliminé de façon à ce que les diffuseurs traditionnels puissent entrer eux aussi dans le 21e siècle. On dit que le réseau de soutien pour les contenus canadiens est à risque, mais ce n'est pas vrai. Selon le rapport annuel de l'Association des producteurs canadiens, la moitié des productions canadiennes sont réparties à l'échelle mondiale grâce à des investissements de plus de 5 milliards de dollars. Grâce à ces investissements, les jeunes créateurs canadiens ont l'occasion de rester au Canada, de développer leurs compétences ici, de perfectionner leurs talents et de créer des histoires qui vont trouver un écho avec un auditoire partout dans le monde. Des Canadiens travaillent à des productions mondiales. Des dizaines de milliers de producteurs canadiens veulent plus d'occasions de travailler dans des studios au Canada et souhaitent que la politique canadienne appuie leurs ambitions. En fait, des acteurs mondiaux ont été l'élément moteur derrière le secteur audiovisuel canadien, représentant 90 % de toute la croissance au cours de la dernière décennie. Les investissements étrangers ont également joué un rôle dans la production canadienne. Le niveau d'investissement a doublé au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, cela représente 26 % de tout le financement pour la production de contenu canadien. Ça veut dire que l'investissement étranger est la première source d'investissement pour la production canadienne en anglais et
n'arrive que derrière les crédits d'impôt pour toutes les productions canadiennes financées par l'État. Il me reste que 45 secondes. En fait, je ne dispose que de 45 minutes. Je vous prie de me contacter à mon bureau si vous souhaitez plus de détails. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des détails. Quand l'Union européenne a décidé de réglementer les services de streaming, ils ont adopté des définitions claires de ce que sont des services de streaming en direct. L'Australie, que le ministre du Patrimoine aime citer en exemple de ce qu'il veut faire, limite la réglementation aux services de diffusion continue ayant plus de 100 millions de revenus et 1 million d'abonnés. Il n'y a qu'au Canada que nous avons un gouvernement qui, de son propre aveu en décembre, veut s'en prendre aux sites web individuels, aux podcasts, aux livres audio, aux services de sport en continu, aux jeux PlayStation, aux applications d'entraînement à domicile et même aux sites web pour adultes. Ce manque de limites claires sur ce qui peut être réglementé était un problème fondamental de ce projet de loi, même avant que l'article 4.1 ne soit retiré. Il est tout à fait juste que nous nous demandions si ce projet de loi vise vraiment à uniformiser les règles du jeu pour les radiodiffuseurs canadiens et à investir dans la culture canadienne, ou s'il s'agit d'une autre prise de pouvoir destinée à contrôler la vie des Canadiens et à restreindre leur droit à la liberté d'expression. La semaine dernière, le parrain du projet de loi, qui ressemblait à bien des égards à Oprah Winfrey, disait que tout ira bien car tout le monde recevra plus d'argent. Selon le sénateur Dawson, il y aura une voiture pour vous, madame, ce sera une belle vie pour tout le monde. Les créateurs canadiens auront beaucoup plus d'argent. Mais comme la sénatrice Simons l'a déclaré à juste titre, et je la cite, « Ne vous laissez pas tromper en pensant qu'il s'agit d'une sorte de manne financière instantanée pour les producteurs canadiens. » Fin de la citation. En effet, au risque d'être accusé de trop simplifier, ce projet de loi ne va pas canaliser plus d'argent vers les artistes. Elle donnera plus d'argent aux intermédiaires ou aux gardiens, comme on les appelle souvent. Comme je l'ai mentionné plus tôt, au lieu de moderniser la loi pour l'adapter à l'ère numérique, nous semblons essayer de faire reculer l'ère numérique pour l'adapter à un cadre désuet, un cadre qui profite aux gardiens qui se sont retrouvés à l'écart de l'avancement de l'ère numérique. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la concurrence. Ils ne veulent pas être obligés de s'améliorer. Ce n'est pas que le talent canadien soit en difficulté. Bien au contraire, le talent canadien est florissant, y compris les groupes racisés sur lesquels le gouvernement s'est focalisé, et pas seulement ici au Canada, mais partout dans le monde. Encore une fois, je cite la sénateur Simons. La production de films et d'émissions de télévision canadiennes n'a jamais été aussi robuste, avec des niveaux de production pré-COVID qui n'ont jamais été aussi élevés. En fait, Netflix, par exemple, bien qu'il n'ait aucune obligation réglementaire de produire du contenu canadien, finance une quantité surprenante et substantielle de productions canadiennes originales. Il expose également à des publics internationaux des films et des émissions de télévision réalisées au Canada tels que Schitt's Creek, Funny Boy et The Travelers. Fin de la citation. Alors, chers collègues, pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait? Le problème n'est pas un manque d'investissement dans les talents canadiens. Le problème, si vous le voyez ainsi, c'est que cela se passe directement sans avoir besoin d'intermédiaires comme le Fonds canadien pour les médias. Les intermédiaires ne reçoivent pas leur part du gâteau. Et pire encore, ils ne contrôlent pas quels artistes et quels producteurs reçoivent des fonds. Ils veulent choisir les gagnants et les perdants. C'est la beauté de l'ère numérique. Le succès des artistes et des producteurs n'est pas déterminé par ces intermédiaires. L'ère numérique dans laquelle nous nous trouvons permet également aux artistes et aux producteurs de publier leur travail directement sur Internet et elle leur permet de se rencontrer et de décider eux-mêmes avec qui ils souhaitent travailler. Là encore, sans l'ingérence des associations professionnelles ou sans avoir besoin d'aller, casquette à la main, chercher du financement auprès de divers organismes et conseils. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait? Que le ministre Guilbeault voudrait faire croire aux Canadiens qu'il n'est que question de faire en sorte que le grand diffuseur numérique, les géants du Web, soient obligés de produire plus de contenu canadien et de payer leur juste part des impôts et des contributions que les radiodiffuseurs traditionnels doivent payer. Le tout
Le tout, enfin, de protéger des emplois canadiens dans le secteur de la culture. L'écart le plus évident entre la rhétorique et la réalité se retrouve peut-être dans les promesses d'investissement supplémentaires en contenu canadien que le ministre a promis à la communauté artistique et qu'il serait en mesure d'imposer aux géants du Web. Lors de derniers débats en Chambre, son secrétaire parlementaire a affirmé d'avoir aucune idée de ce que les géants du Web gagnaient au Canada et que seule l'adoption de ces 10 nous permettrait de le savoir. Yet the minister also claims. Et pourtant, le ministre affirme également être en mesure de chiffrer les investissements attendus dans la culture canadienne par ces mêmes géants du Web à la suite de l'adoption du C10 à exactement 830 millions de dollars. Et il a cité ce chiffre aux intervenants en toute confiance. Les membres de l'opposition du Comité du patrimoine ont demandé à plusieurs reprises au ministre de fournir un calcul détaillé expliquant comment il est arrivé à ce chiffre. Eh bien, chers collègues, 8 mois plus tard, il ne l'a toujours pas fait. Cela mérite d'être répété. Il ne s'agit pas d'augmenter les investissements dans les artistes canadiens. Il s'agit de rediriger ces investissements par l'intermédiaire d'organismes tiers afin que les intermédiaires obtiennent leur part. Il n'y a rien de juste ou d'équitable dans tout cela, certainement pas pour les créateurs, ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs. Les exigences de réinvestissement dans le contenu que le ministre a songé à imposer aux grands services de diffusion en vertu du projet de loi C10, soit plus de 30 des revenus bruts canadiens, seraient les plus élevés au monde. Et elles pourraient avoir exactement l'effet contraire de ce qui était prévu. Des exigences trop lourdes ne feront qu'inciter les Netflix et les Disney+ de ce monde à se retirer du marché canadien et à céder leur programmation américaine à une plateforme canadienne existante comme HBO le fait avec Crave de BCE, réduisant ainsi le choix et l'accessibilité des consommateurs. Le culturel canadien pourrait non seulement ne pas obtenir le 830 millions de dollars promis par le ministre, il pourrait se retrouver avec moins que ce qu'ils en reçoivent actuellement, puisque le grand diffuseur numérique n'aura plus d'incitatif à produire des émissions canadiennes pour des consommateurs canadiens. Donc, les consommateurs paieront plus et auront moins de choix. Et des emplois canadiens seront perdus aussi. Right now, Netflix. En ce moment, Netflix investit davantage dans les productions canadiennes que de nombreux diffuseurs traditionnels. Il assure des emplois aux acteurs, aux producteurs, scénaristes et équipes de tournage. Et il présente des histoires traditionnellement canadiennes. Cependant, une grande partie de ce qu'ils produisent pourrait ne pas compter. Et dans de nombreux cas, ne comptent pas actuellement pour leurs exigences de contenu canadien. C'est dire à quel point le principe dont nous parlons est archaïque. Avec des acteurs canadiens, écrits par un Canadien, raconter une histoire canadienne, mais parce que Netflix est le détenteur de droits plutôt qu'un Canadien, cela ne sera pas considéré comme de contenu canadien. Prenons par exemple le film québécois francophone de plusieurs millions de dollars Netflix, jusqu'au déclin, qui est considéré comme un film étranger plutôt qu'un film canadien. Voilà ce qu'il est dans la protection et la promotion des talents québécois et de la culture francophone. Mais une production se déroulant aux États-Unis, racontant une histoire américaine, pourrait être considérée comme un contenu canadien parce que le détenteur des droits est un producteur ou une maison de production canadienne. Nous voyons cela tout le temps avec les histoires de crimes réels. Tout est américain jusqu'à ce que les crédits défilent à la fin et que l'on voit qu'il y a eu un financement canadien parce que c'était une maison de production canadienne. Et il s'agit là que de l'impact du projet de loi sur les productions des médias traditionnels. Qu'en est-il des nouveaux médias et des petits créateurs de contenu indépendants qui utilisent les plateformes de médias sociaux pour gagner leur vie? Ils seront les grands perdants de ce processus. Si le projet de loi est adopté tel quel, le Canada deviendra le premier et le seul pays au monde à réglementer les algorithmes des médias sociaux pour déterminer la découvrabilité du contenu. En d'autres termes, quelles vidéos sont plus ou moins vues. Cela a 3 conséquences majeures. Tout d'abord,
En donnant la priorité à certains contenus, le CRTC va naturellement priver d'autres contenus d'une manière qui va au-delà de la limitation de la parole. Il choisira, comme je l'ai dit précédemment, les gagnants et les perdants. Deuxièmement, la détermination du contenu qui sera priorisé parce qu'il est plus canadien, entre guillemets, devrait être basée sur des normes réglementaires qui ressembleront probablement au système compliqué de certification du contenu canadien que le CRTC utilise actuellement et que j'ai décrit il y a quelques instants. Les bénéficiaires de ce système seront les sociétés de production médiatique bien établies et bien financées qui disposent des lobbyistes et des avocats nécessaires pour tirer parti du système. Davantage d'intermédiaires et non pas l'artiste indépendant de YouTube qui cherche à devenir viral et à devenir le prochain Justin Bieber ou Lily Singh. Troisièmement, si nous devenons le seul pays à réglementer les médias sociaux de cette façon, nous pouvons nous attendre à ce que les autres pays nous répondent de la même manière. À l'heure actuelle, les plateformes de médias sociaux offrent ce qui s'apparente à un marché libre pour les artistes, les créateurs de contenu canadiens trouvant souvent leur plus grand public à l'extérieur du Canada. Si le Canada oblige les plateformes à faire apparaître en premier le contenu canadien certifié dans les recherches Google et les suggestions de vidéos, d'autres pays pourraient nous rendre l'appareil en restreignant la possibilité de découvrir nos artistes pour leurs spectateurs. Étant donné les tendances protectionnistes de l'Union européenne, quel serait le résultat de donner aux artistes québécois francophones un accès préférentiel à un marché de 7 millions de personnes au Canada? Ils pourraient se retrouver avec un accès réduit à un marché de 60 millions d'Européens francophones. Le nouvel ALENA négocié par le gouvernement est un traité qui inclut l'exemption pour la culture canadienne qui existait sous l'ancienne ALENA, mais pas vraiment. Le paragraphe 32.64 permet aux États-Unis d'imposer des mesures de rétorsion d'effets commerciaux équivalents chaque fois que le Canada se prévaut de l'exemption et contre n'importe quel secteur de notre économie, du secteur culturel aux produits laitiers ou au bois d'œuvre. L'intervention du C10 dans les algorithmes des médias sociaux, qui peut affecter des centaines de millions de dollars d'activité économique, pourrait facilement déclencher ce type de réponse. Et un autre dommage collatéral du projet de loi pourrait être quelque chose auquel notre collègue, le sénateur Lefreda, a fait allusion. Ses effets sur les petits services de diffusion continue et les producteurs de contenu étranger qui servent les communautés ethniques du Canada. Les grands services de diffusion continu étranger comme Netflix pourraient finalement décider de poursuivre leurs activités au Canada et se contenter de répercuter l'augmentation des coûts sur les consommateurs. Mais les services qui sont basés en Inde, en Israël ou en Europe de l'Est et qui diffusent à la diaspora canadienne dans des langues autres que l'anglais et le français n'auront pas des marchés assez importants pour justifier de rester et de se conformer au CRTC. La culture et la diversité canadienne s'en trouveront appauvries. Alors, je le dis encore une fois, c'est les intermédiaires qui bénéficient de ce projet de loi, pas les créateurs ni les producteurs. Ce sont les mêmes intermédiaires qui profitent depuis de nombreuses années de ce qui est maintenant une loi sur la radiodiffusion qui est désuète. Et ils veulent s'assurer de continuer à en profiter. Cela est surtout évident dans les pouvoirs considérables que le projet de loi donne au CRTC pour réglementer Internet, y compris les utilisateurs individuels, sans directive claire sur la façon dont ce pouvoir sera utilisé. Même la semaine dernière, le parrain du projet de loi, ici au Sénat, nous a assuré que ces lignes directrices allaient venir. Considérez ceci, 127 amendements très complexes et techniques ont été déposés au comité après l'audition de témoins, dont 28 du parti ministériel. Collectivement, ils étaient plus longs que le projet de loi original lui-même. Cela ne se produit pas souvent au Parlement et lorsque c'est le cas, c'est le signe que le gouvernement n'a pas fait ses devoirs et le signe de la nécessité d'une étude plus approfondie. Les intervenants qui avaient accepté une réglementation et une taxation inévitables et ne voyaient pas la nécessité de témoigner en comité ont depuis vu des changements fondamentaux dans la portée de ce projet de loi. Et ils estiment à juste titre qu'il est impératif que les sénateurs entendent leurs préoccupations concernant les conséquences, involontaires ou non, de ces changements. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la suppression de l'article 4.1 qui protégeait le contenu généré par les utilisateurs. La suppression de cette disposition en particulier
semble être le catalyseur du soulèvement des opposants à ce projet de loi qui n'avait pas été entendu auparavant. YouTube, Google, Facebook, TikTok, Spotify et d'autres grands services de médias sociaux les plus touchés par la modification du paragraphe 4.1, n'ont jamais eu l'occasion de dire de quelle façon ils seraient affectés. Le comité n'a pas entendu non plus les groupes représentant ceux qui créent d'abord du contenu numérique, les artistes indépendants qui gagnent leur vie principalement grâce au contenu qu'ils publient sur les médias sociaux. Ils méritent d'être entendus, tout comme ceux représentés par les grands lobbies. Mais encore une fois, cette possibilité leur a été refusée car lorsque la disposition qui les concernait le plus a été retirée du projet de loi, il était déjà trop tard. Je voudrais également noter que bien que le comité ait entendu de nombreuses parties prenantes favorables au projet de loi, il a entendu très peu de témoins et d'experts indépendants tels que des universitaires, des experts juridiques, d'anciens employés du CRTC, etc. Ces experts auraient pu expliquer l'impact du projet de loi et fournir les renseignements nécessaires sur la façon dont d'autres pays comme l'Australie et l'Union européenne ont traité la même question de l'application de lois sur la radiodiffusion à Internet. Je ne suis pas ici pour dire à l'autre chambre comment mener ses affaires. Je ne vous demande pas non plus de le faire. Je signale simplement que je ne crois sincèrement pas, en tout concerne, que l'on puisse affirmer que ce projet de loi a fait l'objet de l'examen parlementaire approprié. Il ne semble certainement pas refléter les consultations qui ont eu lieu avec les parties prenantes. Alors pourquoi devrions-nous croire que les directives du ministère au CRTC le feront? Mais c'est quelque chose que nous pouvons corriger très facilement en nous assurant d'inviter tous ces groupes à comparaître devant nous et à envisager des amendements basés sur leurs contributions. Ce qui m'amène à l'impact de ce projet de loi sur la liberté d'expression. C'est que le gouvernement a lancé le débat sur le projet de loi C-10 en ayant une position sur la liberté d'expression, mais ayant adopté une position toute autre à la fin du processus. C'est ce qu'a déclaré le ministre lors de la deuxième lecture du projet de loi en novembre 2020. Et je le cite, « N'oubliez pas que nous imposons un certain nombre de garde-fous, les contenus générés par les utilisateurs, les contenus d'actualité et les jeux vidéo ne feront pas l'objet de cette nouvelle réglementation. En outre, les entités ne devraient atteindre un seuil économique important avant qu'une réglementation puisse être imposée. Cela permet de conserver la nature d'Internet telle qu'elle est. Elle demande simplement aux entreprises qui génèrent des revenus importants au Canada de contribuer de manière importante. » Le ministre faisait spécifiquement référence à l'ancienne disposition 4.1 du projet de loi que le gouvernement a lui-même présenté. L'article 4.1 stipulait « La présente loi ne s'applique pas aux émissions téléchargées sur une entreprise en ligne qui fournit un service de médias sociaux par un utilisateur du service qui n'est pas le fournisseur du service ou la société affiliée du fournisseur ou l'agent ou le mandataire de l'un ou de l'autre en vue de leur transmission sur Internet et de leur réception par d'autres utilisateurs du service et B, aux entreprises en ligne dont la diffusion consiste uniquement en de telles émissions. En d'autres termes, le contenu généré par l'utilisateur est explicitement protégé. C'est pourquoi les intervenants qui sont directement concernés n'ont pas ressenti le besoin de témoigner lorsque le projet de loi a été examiné à l'autre endroit. Cependant, cette protection explicite n'exclut la suppression du paragraphe constitue un changement fondamental dans la portée de l'impact sur le contenu qu'ils produisent et par conséquent, il mérite d'être entendu. Il est maintenant proposé de donner au CRTC le pouvoir de rendre des ordonnances concernant la découvrabilité des créateurs canadiens d'émissions. Le CRTC aurait également le pouvoir de forcer les plateformes de médias sociaux à investir dans le contenu canadien et de forcer les plateformes à fournir des informations à l'organisme de réglementation qui a été consulté sur ce changement avant qu'il soit effectué, pas les producteurs de contenu généré par les utilisateurs. Quelle recommandation du rapport suggérait que le contenu généré par l'utilisateur ne soit pas protégé par le projet de loi sur la radiodiffusion? Il n'en avait aucune. L'auteur du projet de loi a noté
lors du débat de la semaine dernière que le gouvernement avait reçu des pressions extérieures pour supprimer l'article 4.1. Si cette pression ne vient pas des utilisateurs ni du rapport Yale, d'où vient-elle? Je pense qu'il faut répondre à cette question. Il faut absolument que le comité sénatorial entende les Canadiens touchés et informer des producteurs de contenu généré par les utilisateurs pour connaître leur point de vue sur ces dispositions. Le gouvernement affirme que les dispositions qu'il a intégrées dans le projet de loi sont constitutionnelles et qu'elles n'ont pas d'incidence sur les droits des Canadiens en vertu de la Charte. Il a produit un avis du ministère de la Justice qui l'affirme. Plus précisément, l'énoncé sur la Charte préparé par le ministère nous dit que les utilisateurs des médias sociaux qui téléchargent des programmes pour le partager avec d'autres utilisateurs et qui ne sont pas affiliés aux fournisseurs de services ne seront pas soumis à la réglementation. Cela semble assez clair, sauf que, bien sûr, que le gouvernement vient de supprimer cette protection explicite. L'analyse du ministère de la Justice poursuit en disant, et je cite, « Le projet de loi maintient le rôle et la flexibilité du Conseil dans la détermination des exigences réglementaires à imposer aux entreprises de radiodiffusion en tenant compte de la politique et des objectifs réglementaires de la loi, ainsi que de l'impact de la réglementation et de la variété des entreprises de radiodiffusion et de différences entre elles. » Chers collègues, moi, je dirais que cela donne potentiellement au CRTC un pouvoir considérable pour imposer des exigences réglementaires sur le contenu généré par les utilisateurs. Et si c'est le cas, il s'agit d'un problème sérieux. Le gouvernement prétend que ce potentiel d'intrusion sur la liberté d'expression est conforme à la Constitution et que la loi prévoit qu'elle doit être interprétée et appliquée d'une façon compatible avec la liberté d'expression. Chaque fois que nous soulevons des questions sur la protection de la liberté d'expression, les libéraux affirment toujours que les utilisateurs seront protégés par l'article 2.1 du projet de loi et que l'article 4.1 n'est pas nécessaire. Cet argument n'a jamais eu de sens. Ce n'est pas logique. Si l'article 4.1 n'était pas nécessaire, il ne l'aurait jamais inclus en premier lieu et les fonctionnaires du ministère du patrimoine n'auraient pas dit que les deux exemptions étaient nécessaires. Mais jetons un coup d'œil à ces deux dispositions, à ce qu'elles disent. L'article 2.1 stipule que les utilisateurs qui téléchargent des programmes sur des sites de médias sociaux comme Facebook, YouTube, TikTok ne sont pas, du fait de cette utilisation, considérés comme des radiodiffuseurs et ne sont pas personnellement soumis à des conditions telles que les exigences en matière de contenu canadien et les contributions du fonds aux médias canadiens qui seront imposées aux services de diffusion comme Netflix et Amazon. Cette exception est toujours dans le projet de loi et c'est une exception très étroite qui dit essentiellement que le simple fait de télécharger une vidéo n'est pas suffisant en soi pour que vous soyez réglementé. L'article 4.1 traite des émissions que les utilisateurs téléchargent sur les sites de médias sociaux et stipulait que le CRTC et la loi sur la radiodiffusion ne pouvaient pas réglementer de tels programmes. La distinction ici est que le 2.1 protège les locuteurs alors que le 4.1 protège les discours. Le fait que le CRTC ne vous considère pas comme un radiodiffuseur lorsque vous téléchargez une vidéo sur YouTube ne signifie rien. S'il peut faire en sorte que YouTube modifie ses algorithmes de sorte que presque personne ne la verra jamais. Cela ne veut rien dire s'ils peuvent au contraire faire en sorte que les gens voient une vidéo avec le type de contenu qu'ils préfèrent. C'est la menace à la liberté d'expression à laquelle faisait référence la sénatrice Wallin. Et on pourra faire en sorte de ne pas prioriser les choses. Et je vous rappellerai que la disposition 4B de notre charte protège, et je cite, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, y compris la liberté de presse et autres moyens de communication. Elle ne dit pas que vous pouvez vous exprimer autant que vous le souhaitez, mais il dit qu'une commission nommée par des politiciens peut limiter délibérément votre capacité à vous faire entendre dans ce qui est devenu le plus important moyen de communication de notre époque. Je tiens également à souligner que C10 pourrait être considéré comme faisant partie d'un assaut en 3 volets de ce gouvernement contre les libertés des Canadiens. Le C10 laissera le CRTC décider du contenu qu'ils verront, plus ou moins souvent. Entre-temps, le projet de loi C36, présenté le dernier jour de la séance de la Chambre, ramène l'article 13 de la loi sur les droits de la personne qui menace leur droit à la liberté d'expression. Et à l'automne,
Le ministre du Patrimoine prévoit créer un organisme national de réglementation de la parole ayant le pouvoir de retirer tout contenu qu'il juge offensant dans les 24 heures. Lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, il a dit que si vous pensez que le C10 est controversé, attendez un peu. Nous ne devrions probablement pas non plus prendre l'analyse de la charte du ministère de la Justice sur le C10 comme le dernier mot sur cette question. L'opinion du ministère sur la constitutionnalité d'un projet de loi n'a pas toujours coïncidé avec les jugements de la Cour suprême du Canada. Notre comité devrait entendre des experts juridiques et des personnes ayant des points de vue sur tous les aspects de cette question afin de déterminer si ce projet de loi et ses dispositions sont conformes à la Charte des droits et libertés. Sans préjuger de cette question, je noterai qu'un certain nombre de personnes très bien informées ont déjà fait entendre leur voix à ce sujet. De nombreux collègues connaissent probablement ce qui a été dit par Michelle Gates de l'Université d'Ottawa. Et je le cite, « Il s'agit du CRTC qui impose des conditions sur ce qui est priorisé ou promu dans les flux d'utilisateurs. Je crois que cela implique clairement une réglementation de la parole. Cela reste un projet de loi inapplicable et dangereux. Nous devons réintégrer le 4.1, exclure de la réglementation ce type de contenu, ce qui inclurait la possibilité de découvrir le contenu, ce qui va sans doute dans le sens des choix et en fin de compte de la neutralité du réseau. » Fin de la citation. Je demande instamment à cette commission et à ce comité d'entendre directement ce qu'a dit M. Geist. Je cite maintenant M. Jean Chrétien, l'ancien premier ministre. Aucun pays du monde ne propose de réglementer l'Internet de cette manière, à l'exception de la Chine ou de l'Iran. Le projet de loi n'est pas non plus ce que les avocats appellent proportionnel. Certains sénateurs sont peut-être en désaccord avec cela, mais je ne crois pas que ces personnes soient seules. Timothy Danton a été commissaire national au CRTC de 2009 à 2013. Il est maintenant président de l'Internet Society du Canada. Dans un article paru dans le Financial Post en mars dernier, M. Danton a écrit qu'il n'est pas question de radiodiffusion, mais plutôt de contrôle de la parole sur Internet. Il a écrit, et je cite, « Leur proposition fondamentale est stupéfiante. La liberté de parole par le biais de la vidéo ou de l'audio devrait être entre les mains du CRTC, y compris la liberté des Canadiens d'utiliser Internet pour atteindre les publics et les marchés comme ils le souhaitent. » M. Danton continue en disant que, en raison de la façon dont la loi sur le CRTC est constituée, en ce sens qu'un président et 2 commissaires constituent un comité d'audience, 3 personnes nommées par des politiciens pourraient étendre la compétence du CRTC sur la parole. Fin de la citation. Bruce Pardy, professeur de droit à l'Université Queen's, a dit que le projet de loi C10 ne réglementera pas directement les Canadiens qui utilisent des plateformes de médias en ligne, mais il réglementera le contenu qu'ils publient et donnera ainsi au CRTC le pouvoir d'exiger des entreprises technologiques qu'elles fassent le sale boulot. Les entreprises réglementeront les utilisateurs et manipuleront la découvrabilité du contenu en fonction de leurs besoins. C10 ne supervisera pas directement la parole en ligne, mais menace indirectement de l'étrangler. Le professeur Pardy soutient que cette approche a de sérieuses implications constitutionnelles, présentant la perspective d'un État administratif toujours plus grand, érodant progressivement mais indirectement les libertés fondamentales. Nous devons attendre directement des témoins de tout le coche de la société. Je crois que ces enjeux soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la société dans laquelle nous voulons vivre. Le Sénat occupe une place unique pour entreprendre ce travail, mais je suis d'avis qu'il faut également donner à notre comité le temps qu'il a besoin pour étudier adéquatement les graves enjeux qui sont en cause. Il nous faudra examiner attentivement ce que le ministre et le gouvernement ont avancé et ce que le ministère de la Justice a affirmé sur les incidences par rapport à la Charte, ainsi que les témoignages des autres juristes et experts en communication. Selon moi, un examen approfondi réalisé par un comité du Sénat est d'autant plus impératif compte tenu de la vitesse à laquelle ce projet de loi a franchi les étapes de processus législatif à l'autre endroit. As mentioned earlier,
Comme nous l'avons mentionné précédemment, le président de la Chambre, lui-même membre du parti au pouvoir, a été contraint de rectifier le manque de procédures parlementaires appropriées qui se produisaient en comité, l'adoption des amendements se faisant en secret. En tant qu'ancien président de la Chambre, j'ai été impressionné par son intégrité. On ne peut qu'imaginer la pression politique qu'il a subie pour fermer les yeux. Malgré le courage du président sur cette question et le fait que les amendements ultérieurs ont été réintroduits au cours des débats, je soutiens que la façon dont ce projet de loi a été traité à la Chambre devrait perturber tous les membres de cette Chambre. Cela me fait penser que s'il n'y a jamais eu un projet de loi sur lequel le Sénat doit exercer son second examen objectif, c'est bien sur ce projet de loi-ci. Chers collègues, ce projet de loi ne vise pas à accroître l'investissement dans les talents canadiens et les histoires canadiennes. Il vise à contrôler cet investissement. La vérité, c'est que l'ère numérique a donné plus de liberté que jamais aux artistes et aux producteurs pour présenter leur travail à un public plus large, hors des confines des frontières. Ce faisant, les gardiens ont été écartés du processus. Ils ne reçoivent plus leur part du gâteau et ils ne contrôlent plus les artistes et producteurs canadiens qui réussissent ou échouent. Cette loi vise à redonner ce contrôle aux gardiens. Ce sont les créateurs et les consommateurs qui y perdent. C'est pourquoi il y a suffisamment de choses dans ce projet de loi pour que je vote en principe contre ce projet de loi. Toutefois, je demande à mes collègues de tous les partis de veiller à ce que ce projet de loi fasse l'objet d'un examen complet à l'ère du numérique et de trouver des moyens de rehausser la visibilité des artistes canadiens. Nous n'avons peur de personne, nous pouvons faire concurrence à n'importe qui. Nous avons produit Justin Bieber, Céline Dion, Bryan Adams. Être canadien, ça veut dire qu'on peut faire concurrence aux artistes étrangers. Alors, je demande à tous les partis et à tous les groupes de s'assurer qu'on fasse un examen approfondi du projet de loi. J'espère que nous proposons les amendements nécessaires afin de répondre aux besoins de la communauté culturelle et des artistes au pays et pour que le Canada soit un pays très fort et pour qu'on puisse faire rayonner le Canada sur la scène mondiale. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de voir ce que nos comités produiront sur ce sujet. Merci.